Donc, par rapport à la thématique générale des festives, sur le sens de l'histoire, eh bien, pour beaucoup, le sens de l'histoire, en tout cas depuis une certaine époque, depuis l'Europe, ce qu'on appelle depuis les temps modernes, le sens de l'histoire, c'est le sens du progrès. On connaît tous l'expression « on n'arrête pas le progrès ». On a rajouté comme devise à un moment de la maison commune « on n'arrête pas le progrès » et c'est bien le problème. Pour beaucoup, le progrès est toujours la solution. Nous pensons au contraire que c'est, le problème. Et donc, à partir de cette petite phrase, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce que ça pouvait vouloir dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que finalement, nous pensons que le progrès est, un problème. Et certains d'entre nous interviennent pour parler de décroissance, et j'espère que tous, sinon même quand on n'est pas conférencier, nous essayons de présenter la décroissance dans nos conversations avec des amis, et très vite, nous apparaissons comme des gens qui, des fois même, on nous identifie à des gens de droite, on nous identifie à des réactionnaires, tout simplement parce que, peut-être avec les réactionnaires, nous partageons une critique du progrès. Et quand on nous pose la question explicitement, alors est-ce que vous êtes pour le progrès? Nous disons plutôt non. Et à ce moment-là arrive aussitôt une deuxième objection. On nous applique tout de suite la question de notre réticence vis-à-vis du progrès à la question, au domaine plutôt, du progrès scientifique et technique. Ah bon, alors vous êtes contre le progrès scientifique et technique, et pour la plupart des gens, très très vite d'ailleurs, vient la question du progrès en médecine. On dit, mais quand même, la médecine, hein? Bon, voilà. Pour donner une anecdote, un jour, un type qui avait une trachéotomie m'a dit comme ça, et moi, s'il n'y avait pas le progrès technique, je serais déjà mort. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? J'ai répondu, si vous étiez déjà mort, vous ne m'auriez pas posé la question. C'était rude, mais nous étions en train de parler. C'était la première fois où je défendais l'idée que décroître, c'est apprendre à mourir. Donc, ça faisait déjà un bout de temps que nous étions dans la discussion sur ce thème-là. Et c'est vrai que donc on nous met très souvent cette objection dans les dents. Et donc, j'ai juste quelques mots assez rapides à dire là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire quand effectivement nous disons que nous sommes contre le progrès et que face à nous, il y a des gens qui disent oui, mais quand même, le progrès scientifique, le progrès médical, et puis le progrès, ça ne s'arrête pas, c'est en marche continuellement. Alors, nous avons d'abord un certain nombre de critiques que nous pouvons adresser au progrès. La première critique qu'on peut adresser au progrès peut être regroupée sous le nom, certains d'entre vous connaissent déjà le mot peut-être, de disruption. C'est un mot qui était très très à la mode depuis 2 ans, il est employé partout, la disruption. Il y a même eu un livre de quelqu'un qui s'appelle Bernard Stiegler sur la disruption. Bon courage pour celui qui l'a lu jusqu'au bout, tous les mots sans sauter une ligne. Qu'il lève le doigt. Bon courage, c'est absolument incompréhensible. Le livre lui-même doit être disruptif. Il n'empêche que Bernard Stiegler a mis en avant ce concept de disruption qui, quand on essaie de le banaliser, veut dire quelque chose d'assez simple. Nous arrivons, le progrès scientifique va plus vite que nous, et nous arrivons toujours à la gare quand le train du progrès vient de partir. Et donc nous courons toujours derrière le train, et nous on dit ah stop, le train, sauf qu'il est toujours déjà parti, et au fond le progrès, on va dire comme cela, la vitesse du progrès scientifique est supérieure à la vitesse de la capacité de nos sociétés à intégrer le progrès lui-même. Donc il y a, disruption. Cette disruption, dit d'une autre façon, et ça j'ai trouvé l'idée dans le livre de quelqu'un qui n'est pas un décroissant, je ne le crois pas, qui a écrit un livre assez intéressant, ce monsieur s'appelle Jean-François Simonin. Cet homme-là n'est pas un décroissant, je regarde à ce moment-là son frère, et qui va me confirmer que son frère n'est pas décroissant. Mais néanmoins, il y a des choses pas inintéressantes dans ce livre, et en particulier, l'idée, je trouve très très intéressante, que normalement,
les plaidoyers en faveur de la science se faisaient toujours en nous disant « la science, ça permet d'accroître la certitude ». La certitude. Ça nous rassure. Or, aujourd'hui, précisément parce que la science est toujours alliée à la technique et qu'elle est plutôt une technoscience, dont les effets dépassent tellement nos capacités d'imaginer qu'aujourd'hui, plus la science progresse, nous avons aujourd'hui exactement le résultat contraire de ce qui est aujourd'hui. Alors qu'auparavant, plus la science progressait, plus en quelque sorte nous avions l'impression de pouvoir accroître le champ de la certitude, plus au contraire, aujourd'hui, le progrès de la science signifie l'augmentation, la croissance de, la certitude. Alors que, quand on fait cours à des élèves pour leur apprendre ce qu'est un énoncé scientifique, on leur dit que l'une des propriétés d'un énoncé scientifique, c'est qu'il soit prédictif. C'est-à-dire, c'est sa capacité à prédire. Typiquement, une loi de chute des corps, si je lâche l'objet, alors il tombe. Donc je peux prédire que si je lâche, il tombe. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous avons au contraire un accroissement de l'imprédictibilité. Et il y a là un renversement qui est très très important. Alors que normalement, la science devait accroître la prédictibilité, elle accroît aujourd'hui l'imprédictibilité. Deuxième élément de critique, la critique qu'on va trouver sous le nom, là aussi terme assez à la mode, de l'anthropocène ou sa variante, proposée eux-mêmes par les auteurs Bonneuil, de capitalocène. Car après tout, ce n'est pas forcément tous les hommes qui, mais c'est une organisation sociale qui s'appelle le capitalisme. Qu'on l'appelle anthropocène ou capitalocène, dans les deux cas, il y a l'idée que les capacités technoscientifiques de l'homme ont des effets sur la nature qui excèdent, les capacités, on va dire d'adaptation, d'évolution, de résilience de la nature elle-même. Le temps humain, le temps géologique est encastré dans le temps humain. Cela signifie que nous, les hommes, nous sommes capables de modifier les conditions mêmes de notre vie de façon irréversible. Irréversible. Je rajoute que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on s'aperçoit alors que la science telle qu'elle est aujourd'hui, la technoscience telle qu'elle est aujourd'hui, a acquis un pouvoir ou une puissance d'imprédictibilité et d'irréversibilité. Or, quand par ailleurs je fais réfléchir mes propres élèves à ce qu'est la mort, il n'est pas très difficile de leur montrer que la mort est caractérisée par à la fois son irréversibilité, nous mourrons tous, et statistiquement je mourrai avant vous, vu mon âge, mais statistiquement, dans la salle, il y a quelqu'un qui mourra avant moi, c'est vrai aussi, mais c'est irréversible. Mais c'est imprédictible. Je ne peux pas prédire, et donc les caractéristiques de la mort, c'est cette combinaison d'irréversibilité et d'imprédictibilité. Or, aujourd'hui, ce sont précisément les caractéristiques de la technoscience. Ou pour le dire autrement, la technoscience-cratie est une thanato, la mort-cratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la mort qui est au pouvoir quand la science devient à ce point-là imprédictible et irréversible. J'aurais pu prendre encore un troisième argument, qui était, l'argument qui a été repris par des auteurs comme Hans Jonas ou Gunther Anders, qui se connaissaient d'ailleurs et qui étaient des amis intimes. Ils se sont échangés en quelque sorte les notions dans Le principe de responsabilité, le grand livre d'Hans Jonas de 1979, l'idée que la technique aujourd'hui a acquis un tel potentiel apocalyptique de destruction que nous ne pouvons plus, alors que la science, peut-être vous connaissez la fameuse phrase de Descartes, à savoir que par la science, l'homme va maîtriser, va être comme maître et possesseur de la nature, il va maîtriser, et là, au contraire, nous avons la perte de la maîtrise, et nous avons un potentiel apocalyptique, un jouet qui peut casser même les conditions de l'ère
de jeu. C'est pourquoi, face à de telles analyses, le pouvoir thanatocratique, le pouvoir disruptif, le pouvoir apocalyptique de la science, si on l'applique à la phrase « on n'arrête pas le progrès », alors ne faut-il pas se dire « il faut arrêter le progrès ». Les décroissants de la maison commune ne sont pas les premiers à proposer l'arrêt, du progrès, l'arrêt très concrètement appliqué à la technoscience de la recherche scientifique. Bien avant nous, là je vais chercher mes notes, en 1972, un très grand mathématicien français qui s'appelle Alexandre Grothendieck, type tout à fait extraordinaire, lui-même publie un article suite à une conférence qu'il avait faite devant des scientifiques. Allons-nous continuer la recherche scientifique? Et il écrit explicitement, cette phrase est d'une évidence, il dit « Je suis arrivé ainsi à une position où, depuis 1 an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. » Point, il arrête la recherche scientifique. Quelques années plus tard, un groupe qui s'appelle le groupe Oblomov va publier en automne 2006, là aussi, une tribune qui avait fait beaucoup parler. Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique et qui s'appuyait, belle argumentation, sur la dénonciation du mythe de la science pure, comme s'il existait une science pure fondamentale qui serait détachée de la science appliquée, le mythe de la recherche publique, comme si la recherche publique était désintéressée, alors qu'en réalité, elle est phagocytée par essentiellement les intérêts militaires, et le mythe du progrès. C'était leur ligne de conduite. Face à ça, alors, effectivement, dans cette lignée de Grothendieck et du groupe Oblomov, ne faut-il pas proposer un moratoire de la recherche scientifique? Et de la même façon que nous disions halte à la croissance, dire halte à la recherche scientifique. Très concrètement, il faut arrêter cette recherche. Alors, comment ça pourrait se justifier? Comment justifier cet arrêt de la recherche scientifique? Alors moi j'ai un premier argument que j'avais trouvé en étant chez Annick il y a quelques mois, Annick est devant nous, en discutant là-dessus, avec un argument assez simple. Pourquoi faudrait-il arrêter de chercher? Peut-être pour une raison très simple, on a déjà beaucoup trouvé. On a beaucoup trouvé. Cet argument a l'intérêt de ne pas dire qu'on est anti-science. On n'est pas anti-lumière, etc. On est juste en train de dire on a déjà beaucoup trouvé. Pourquoi continuer à chercher alors qu'on a déjà tant trouvé? D'où l'idée de moratoire de la recherche scientifique. Deuxième argument, quand on a tant trouvé, n'est-il pas temps d'arrêter de chercher? Une part des budgets pourrait être réaffectée à mesurer les effets des précédentes découvertes et de leur application. Je ne supprime pas pour autant le métier de chercheur, j'en dis juste, bon écoutez les gars, vous allez maintenant utiliser ce que vous faites pour mesurer les effets de ce que vous faites. Et puis, ça va vous prendre du temps, et puis vous nous expliquerez cela. L'autre partie des budgets pourrait, aujourd'hui affectée à la recherche, pourrait financer la réparation des dégâts d'ores et déjà subis. Donc, je ne demande pas la suppression, je ne crée pas du chômage chez les chercheurs, on va les occuper. Je ne crée pas d'emploi quand même pour autant. Et puis, on imagine aussi, quand on recherche son budget, là, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Oui, voilà, en eux-mêmes, tout seuls, à l'ancienne, sans budget. Bon. Deuxième argument en faveur d'un moratoire, quand le remède entretient le mal, alors il y a des problèmes qu'il faut avoir la responsabilité de ne pas résoudre. Le remède entretient le mal, alors il y a des problèmes qu'il faut avoir la responsabilité de ne pas résoudre. Même les scientistes les plus favorables à la recherche ne nient pas que les progrès scientifiques et techniques puissent poser des problèmes. Ils ne le nient pas. Mais leur foi dans la science et la technique les rassure en leur promettant que tout problème finira toujours par trouver une solution.
C'est précisément cet enchaînement des problèmes et des solutions qu'ils appellent le progrès. Ont-ils raison que tout problème scientifique et technique trouve un jour sa solution? La réponse est oui. Ils ont raison. Mais ils oublient juste de rajouter, ils ont raison de dire que tout problème, que tout problème aura sa solution. Ils oublient juste de rajouter la réciproque, que toute solution technique apparaîtra ou créera un nouveau problème, qui à son tour aura, etc. J'avais cru avoir à un moment inventé le mot de solublème, et puis non, en fait, quelqu'un l'a inventé avant moi, donc bon, bah, c'est pas bien. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle des problèmes, ce sont des solublèmes, c'est-à-dire un enchaînement, et cela se justifie, au fond, par les dégâts eux-mêmes. C'est précisément cette course perpétuelle sans but qu'il faut faire reposer. Arrêter de chercher des solutions, c'est arrêter de créer des problèmes. C'est dès à présent retrouver quelques responsabilités pour l'avenir. Si nous ne voulons pas qu'il y ait de nouveaux problèmes, arrêtons de trouver des solutions. Arrêtons la recherche. À cela, et j'ai presque fini, on va faire à cette proposition un certain nombre d'objections. La principale, il y a 2 objections. La première, ce que vous dites est trop radical. On va trouver, par exemple, j'ai trouvé cette idée-là. Alors, je trouve cette idée-là de la même façon que je trouve l'intervention d'Alexandre Grothendieck et du groupe Oblomov sur le très très bon site qui s'appelle Science Critique. Science Critique. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire deviendra une tribune sur, Science Critique, le temps que je l'écrive. Mais c'est l'idée quand même de proposer quelque chose dans ce sens-là. Mais on trouve, donc sur cet excellent site Science Critique, une proposition, je ne me rappelle plus par qui d'ailleurs, maîtriser la science. Alors ça paraît très bien, il faut subordonner les technosciences à l'éthique. Les propositions sont inspirées de 2 principes. Tout ce qui peut être techniquement réalisé ne doit pas être obligatoirement réalisé. C'est un vœu pieux. Et deuxième principe, les lobbies sont exclus des choix scientifiques et politiques. Alors là, qu'ils me disent comment ils font. Hein, bon. Alors tout ça se décline quand même en propositions fort intéressantes pour maîtriser la recherche. Et ça serait l'argument de dire vous êtes trop radical, il suffirait tout simplement de maîtriser. Alors, les propositions, soumettre au Parlement l'avis d'une convention des citoyens sur les grandes priorités proposées par les acteurs de la recherche. Formidable, un contrôle parlementaire. Créer une haute autorité de l'alerte et de l'expertise et protéger les lanceurs d'alerte. Mais si on lance des alertes, c'est que... Bon. Introduire des procédures véritablement participatives à tous les niveaux de la technoscience. Ok, super, on adore. Exclure du champ des brevets le vivant et les savoirs. Soutenir les expériences sociales mettant en œuvre des low-tech. Alors il y a tout un vocabulaire qui semble intéressant, mais ces 5 propositions sont en réalité de... Il n'y a qu'à maîtriser. Oui, mais ça ne dit pas comment. Que l'on doive, la question du devoir, de la maîtrise, moi je serais d'accord, mais qu'on me dise comment on peut le faire. Donc voilà ce que je réponds à la première objection, on serait trop radical et il suffirait de maîtriser. La deuxième objection, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas trier? Est-ce qu'on ne pourrait pas trier entre les bonnes recherches et les mauvaises recherches? C'est arrivé de proposer déjà ça, et des gens me disent, oui, mais quand tu vas un peu fort, il y a des bonnes et des mauvaises recherches. Serait-il possible d'être moins radical et de trier entre les bonnes recherches et les mauvaises recherches? Non. Pourquoi? Parce que pour trier entre les bonnes et les mauvaises recherches, il nous faudrait disposer, puisque l'utilité d'une découverte scientifique est évaluée à partir des effets, il nous faudrait disposer de précisément ce qui nous manque le plus, le temps. Nous ne disposons pas du temps qui nous fournirait un critère objectif pour mesurer les effets à très long terme, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Donc on voit bien que l'idée de nous dire qu'il y aurait des critères pour mesurer les effets, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà être capable d'anticiper les effets dans 500, 1000 ans, etc. Cela ne veut rien dire. Donc, faute de critères, j'en déduis qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise recherche, et que c'est bien la recherche en tant que telle qu'il faut, aujourd'hui, stopper. Est-ce que ça veut dire, je termine là-dessus, que la recherche scientifique doit être bloquée définitivement? Est-ce que ça veut dire que la société dont nous rêvons, c'est une société dans laquelle il n'y aurait plus du tout de recherche scientifique? Je ne sais pas. On pourrait peut-être envisager la levée de ce moratoire.
une fois seulement que nos sociétés seront repassées sous les plafonds de la soutenabilité écologique et que, en quelque sorte, la menace est conjurée. Cet argument-là, moi-même, je n'y crois pas, car l'argument du préalable est toujours un argument qui consiste à remettre pour demain ce qu'on ne pourra jamais faire. Voilà.